vous avoue que j'ai hésité à intituler cette vidéo « Est-ce dans les vieux pots que l'on fait les meilleures confitures ?» Mais je me suis dit que j'allais encore passer pour une vieille. J'ai du coup opté pour quelque chose d'un peu plus passe-partout. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, vous l'aurez compris, c'est encore un point lecture, mais j'ai bien compris que le noyau dur de mes viewers aime ça, donc c'est parfait, c'est tant mieux parce que je l'ai déjà dit 1000 fois si ce n'est plus, mais pour moi ça doit rester le cœur d'une chaîne littéraire. Et pour le coup ça va être un point lecture un peu thématique. Une thématique qui m'est venue finalement très naturellement. Lorsqu'il y a quelques temps de ça, j'ai décidé sur un coup de tête d'enfin ressortir un roman de Franck Thilliez, ce que je n'avais pas fait depuis fort longtemps. Et du coup, une lecture en entraînant une autre, j'ai eu envie comme ça de me replonger dans des romans d'auteurs que j'ai beaucoup lus par le passé, ou en tout cas que j'aimais beaucoup par le passé, et que je n'avais pas pris le temps de relire depuis déjà un certain temps. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter 3 romans d'auteurs dont je ne vous ai pas parlé sur la chaîne depuis un bon moment. Est-ce que ce fut de bonnes retrouvailles ou non? C'est ce que je vous laisse découvrir en ma compagnie. Alors, comme je le disais, cette envie de renouer comme ça avec d'anciens auteurs m'est venue tout simplement de ma lecture de Charcot de Franck Thilliez aux éditions Pocket, puisque j'ai regardé, la dernière fois que j'avais lu un roman de Franck Thilliez, c'était 1991 que j'ai lu en février 2024, c'est-à-dire bientôt quasiment un an, alors que fut un temps, on va pas se mentir, des romans de Thilliez, je les bouffais un peu à la chaîne. Est-ce que j'ai fait une sorte d'overdose ou que tout simplement je me suis un peu lassée? Toujours est-il que là, vraiment d'un coup, l'envie de renouer avec cet auteur est venue me frapper de plein fouet et pour cela, j'ai donc choisi Charcot qui était le tome suivant qui me restait à découvrir dans la saga Charcot et Nebel. Alors, je vais très peu vous résumer ce roman parce que perso je suis rentrée dedans sans rien en savoir et je trouve que c'est toujours mieux de se laisser porter comme ça par les romans de Franck Thilliez. Tout ce que je peux vous dire c'est que dans ce tome-ci, il va y avoir la particularité que Charcot et Nebel ne vont pas seulement être flics mais vont également être la proie, leur propre proie, puisque ils vont devoir enquêter sur plusieurs crimes, dont un qui a été perpétré du coup par Lucie. Et oui, alors non, ne vous inquiétez pas, hein, ce n'est pas devenu du jour au lendemain une tueuse sanguinaire, c'est le résultat d'un accident. Toujours est-il que malheureusement elle est responsable de la mort d'un homme et que Charcot va tout faire pour essayer de planquer tout simplement cette affaire et éviter du coup à sa compagne de gros ennuis. Alors comme je vous le disais, il y avait vraiment fort longtemps que je n'avais pas replongé dans des romans de Franck Thilliez alors que fut une période j'en lisais beaucoup et je suis bien contente d'avoir voulu remédier à cela parce que j'ai passé un très bon moment de lecture avec Charcot. Avec Thilliez et encore plus j'ai envie de vous dire avec la saga Charcot et Nebel, il y a ce petit côté, je trouve, un peu retour à la maison et facilité à se glisser dans l'histoire à chaque nouveau tome. Ça coule de source, c'est naturel et franchement, j'avais l'impression d'avoir quitté Charcot et Nebel la veille ou presque. Très vite, je me suis souvenu pourquoi fut un temps je lisais autant cet auteur. Tout simplement parce que ces livres sont de sacrés page-turners tout en proposant des thématiques, bien souvent scientifiques, mais pas que, ultra intéressantes. Je suis toujours étonnée par le fait qu'il arrive à chaque fois à m'embarquer dans des sujets qui pourtant de base sont à 1000 lieues de ce qui m'intéresse et plus encore sont dans des domaines qu'a priori j'ai plutôt du mal entre guillemets à comprendre. La madame ayant un cerveau clairement plus littéraire que mathématique, il a vraiment ce don de vulgariser des sujets assez pointus. Sincèrement, pour les gros noobs de la science tels que moi, je vous assure, c'est assez jouissif. Alors après, vous me direz, pour les gens qui justement sont assez pointus sur le sujet, cela pourra peut-être paraître un peu léger, voire même peut-être parfois un peu inexact, mais je trouve qu'il arrive vraiment
à aiguiser la curiosité du lecteur, juste ce qu'il faut pour ensuite laisser libre choix au lecteur de justement aller creuser la question si l'envie lui dit. J'ai adoré l'histoire en elle-même, le rythme, la dynamique et aussi l'originalité de ce récit dans lequel finalement, comme je le disais, Charcot et Hennebelle sont à la fois les chasseurs et à la fois la proie. Et ça, je vous avoue que ça a franchement fait la différence. Parce que je ne sais pas vous, mais personnellement, c'est vrai que c'est un schéma que je ne retrouve pas ou très très peu dans les romans policiers et les thrillers que je peux lire. Cependant, je dois aussi avouer que j'ai un peu regretté le fait que Lucie soit aussi peu présente et que l'accent finalement soit beaucoup plus mis sur Charcot. Alors oui, vous allez me dire, bon, Reed en même temps t'es bien gentil, mais Charcot c'est tout de même le titre du roman. Je suis bien d'accord, mais c'est juste que depuis le début de la saga, je trouve que leur relation entre Lucie et Charcot est plutôt bien équilibrée. Or, dans ce tome-ci, il m'a semblé que Lucie était un peu trop présentée comme la petite chose fragile qu'il fallait protéger, et à contrario, Charcot un peu comme cette espèce de mâle protecteur. Et j'avoue que cette différence, si elle avait pu être un petit peu moins présente, ça m'aurait pas déplu. Pour moi, ce tome-ci repose principalement sur deux grandes thématiques. L'une, je dirais, vraiment scientifique et l'autre plus de l'ordre de l'éthique. Alors, concernant celle plus scientifique, malheureusement, je ne vais pas pouvoir l'exposer ici en détail parce que cela fait complètement partie du suspense et du nœud de cette affaire. Et comme je suis sympa, j'évite toujours, bien sûr, de vous spoiler les romans. Néanmoins, je tenais à souligner que, personnellement, je l'ai trouvée très intéressante. Et qu'en plus de ça, elle m'a permis, une fois de plus avec cet auteur, d'apprendre pas mal de choses. Et je l'ai déjà dit, mais alors moi, quand un bouquin peut m'apprendre des choses, m'apporter des connaissances supplémentaires, c'est juste le kiff intersidéral. Comme souvent, durant la lecture, on se dit parfois, est-ce que l'auteur ne va peut-être pas un peu trop loin? Parce que non, c'est pas possible, ça peut pas exister. Et à chaque fois, à la fin, on arrive sur les notes de l'auteur dans lesquelles il nous explique les vrais faits véridiques dont il s'est inspiré pour écrire son histoire. Et que voulez-vous, moi j'adore ça. J'adore apprendre des choses qui, de prime abord, généralement me semblent un peu incroyables, infaisables, et de me rendre compte que finalement ça existe. Pour ce qui est de la toute fin et de la résolution, c'est vrai que j'ai trouvé certains aspects peut-être un peu trop, mais cependant, cela ne m'a absolument pas empêché de dévorer ce roman, mais alors jusqu'à la dernière page. Pour ce qui est de la thématique, je dirais plus d'ordre éthique, c'est vrai que dans ce roman, Charcot nous questionne sur la justice, sur le fait de se faire justice soi-même, ou non d'ailleurs, et j'ai beaucoup aimé ces questionnements, mais j'avoue que du coup un peu parallèlement, j'aurais préféré que cette thématique soit un peu plus présente. Parce qu'il y avait un truc vraiment intéressant et je pense peut-être presque important qu'il y aurait eu à creuser à ce niveau-là. Alors, comme très souvent, presque même à chaque fois, j'ai envie de vous dire avec Franck Tillier, il ne faut pas oublier que le monsieur n'est jamais avare en détails, parfois sanglants, voire gore. Donc, je le redis une fois de plus, lecteur sensible peut-être s'abstenir. Ayez plutôt le cœur bien accroché à la lecture de certains passages. D'ailleurs, à titre personnel, il y a vraiment un passage qui est au tout début quasiment du roman, que j'ai lu en diagonale, dans lequel il y est question d'un chat en très mauvaise posture. Alors, on n'est pas encore au niveau de la scène de Monsieur Olivier Norek dans Code 93, si je ne dis pas de bêtises, mais on est quand même pas loin. Alors, petit message personnel, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, les auteurs de romans policiers et de thrillers français, si vous pouviez laisser nos amis les chats, les chiens et de façon globale tous nos amis les animaux tranquilles, je pense qu'on serait beaucoup à vous en être vraiment, vraiment très reconnaissant.
parce que je l'ai déjà dit, hein, mais à titre personnel, c'est le genre de scène que j'ai toujours énormément de mal à lire. Et les scènes avec les enfants, de plus en plus d'ailleurs. Depuis que je suis maman, je vous avoue que ça a remué certains trucs en moi et que parfois certaines ont du mal à passer. Et oui, que voulez-vous, il faut croire qu'en vieillissant, je deviens une petite âme sensible, ou en tout cas beaucoup plus qu'auparavant. Enfin, même si, je le redis, j'ai adoré cette lecture, il y a vraiment un élément qui m'a profondément gonflé, ouais, je pense que c'est le mot, et qui est, je trouve, beaucoup trop présent dans les romans et notamment dans les polars et les thrillers d'auteurs français, c'est-à-dire le naming des personnages en fonction des noms des potes ou des connaissances. Vraiment, je vous jure, il faut arrêter une bonne fois pour toutes ce procédé que la plupart des lecteurs jugent, et d'ailleurs à juste titre, complètement ridicule et qui, la plupart du temps, nous sort totalement de la lecture. Ce n'est ni fin, ni crédible. Par exemple, dans Charcot, on a tout de même un flic du nom de Jacques Sausset et un médecin légiste qui, lui, s'appelle Mathieu Chédid. Et du coup, je vous avoue que durant ma lecture, dès que je tombais sur ces personnages-là, je ne pouvais m'empêcher d'avoir la tronche de ces personnes en question se superposer aux personnages. C'était ridicule. Ouais, j'imaginais Mathieu Chédid avec une blouse toute cracra, pleine de sang, etc. en train de disséquer un corps. Et du coup, tout de suite, ça le fait beaucoup moins. Malgré donc ces quelques détails qui, oui, m'ont parfois fait un peu tiquer, eh bien, je crois que j'ai eu un vrai coup de cœur pour Charcot, qui fut vraiment une super lecture, à la fois divertissante, passionnante et enrichissante. Je me suis très rapidement souvenu des raisons qui font que j'aime autant lire cet auteur, et une chose est sûre, c'est que je ne laisserai plus passer autant de temps avant de relire l'un de ses romans. Et d'ailleurs, je pense pouvoir dire sans trop me tromper que ma prochaine lecture de Franck Thillier sera du coup Lucas, qui est le tome suivant de la saga Charcot et Nebel. Et comme je vous le disais, de cette bonne lecture, mais du coup venue l'envie d'aller un petit peu refouiner dans ces auteurs que j'aimais beaucoup par le passé et que j'ai un peu mis de côté pour une raison ou pour une autre. C'est ce qui m'a donné envie de sortir de ma pile à lire La chair de sa chair de Claire Favant aux éditions Pocket. Alors le dernier roman que j'avais lu de Claire Favant, c'était Le tueur intime, que j'ai lu, je crois, en mars 2020. Autant dire que là, ça commençait franchement à remonter. Et voyant celui-ci traîner gentiment dans ma pile à lire, même si pour le coup je l'ai acquis il y a assez peu de temps, je me suis dit que ça pourrait être une bonne porte comme ça pour renouer avec elle. Alors au niveau de l'histoire, je vais rester assez vague. Je pense que c'est mieux, là encore. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'on va suivre une assez jeune femme qui est mère célibataire de 3 enfants, qui n'a franchement pas jusque-là été gâtée par la vie, et tout ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'on va commencer à vraiment la suivre, les choses ne vont pas forcément aller en s'arrangeant. Alors, comme je l'ai dit, il y avait vraiment de nombreuses années que je n'avais pas lu Claire Favant, mais je me souvenais encore parfaitement de mon enthousiasme total lorsque je l'avais découvert lors de ma lecture de Serre-moi fort, que j'avais vraiment adoré. Et j'étais donc assez curieuse et impatiente de renouer avec son écriture et avec ses histoires. Il faut savoir que j'ai lu La chair de sa chair assez rapidement, parce que tout simplement le récit est bien rythmé, il y a pas mal de dialogues, les chapitres sont très courts. Tout ça fait que les pages défilent rapidement sans que l'on s'en rende compte. Mais, vous le voyez venir, le mais, cela ne fait pas tout, malheureusement, et j'ai aussi trouvé de gros défauts à ce roman. Le plus gros étant pour moi que cette histoire est cousue de fil blanc. Je suis désolée pour les fans inconditionnels de l'auteur, mais vous le savez, je mets un point d'honneur à toujours vous donner des avis sincères. Et là, pour moi, tout était un peu couru d'avance. Dès les premiers chapitres, j'avais tout compris, et dès qu'un nouveau personnage entrait en scène,
Je savais pertinemment ce qu'il allait faire et ce qu'il allait devenir, ce qu'il allait lui arriver. Et alors attention, hein, je ne dis pas ça en mode oui, je suis trop intelligente, nanana. Non, pas du tout. Hein. Il y a plein de romans encore heureux qui arrivent complètement à me berner et qui arrivent à me surprendre. Mais là pour moi, ça coulait de source. Aucun suspense donc pour ma part, d'autant que, ayant déjà lu, comme je vous le disais, des titres de l'auteur, je connaissais un peu hein, ses ficelles, ses typologies de personnages, etc. Ce qui fait que, sans surprise, j'ai tout vu venir à des kilomètres. Pour moi, La chair de sa chair n'est donc pas un thriller, mais plutôt un roman noir vaguement psychologique. Alors, je dis vaguement parce que, oui, la part de psychologie et même de psychiatrie est non négligeable dans ce roman. Mais le problème, c'est qu'elle est traitée beaucoup trop en surface pour moi. Et surtout, elle m'a semblé être présente principalement pour le côté un peu sensationnel qu'elle pourrait apporter. Et c'est dommage hein, parce que ce titre recèle vraiment des thématiques de fond que j'ai trouvées hyper intéressantes, d'autant plus si on s'intéresse un tant soit peu à la psychiatrie et à la famille. Mais l'ensemble est passé sous le prisme du divertissement et du sensationnalisme au détriment du réalisme. Alors, assez rapidement, j'ai fait le choix, je vous avoue, de lire ce titre comme je regarderais tout simplement un bon film d'action hollywoodien, c'est-à-dire vraiment pour le côté divertissant et pas du tout pour être plongé dans une histoire crédible. Les personnages n'étaient pas détestables et m'ont même plutôt assez plu dans l'ensemble. Si l'on met complètement de côté les choix parfois totalement what the fuck de Bruce, et aussi le personnage de Peter que pour le coup j'ai trouvé mais alors, vraiment trop caricatural. La fin quant à elle ne m'a là encore pas surprise parce que c'est une fin à la Claire Favant et que je commence à avoir l'habitude. En fait, avec La chair de sa chair, j'ai l'impression que l'auteur a repris un peu les grandes lignes de son mode de fonctionnement, qu'elle les a vaguement secouées pour sortir cette histoire, mais sans prendre le temps de creuser son ambiance, ses personnages et le réalisme de ses dialogues et des situations. Et c'est dommage hein, parce que la base n'est vraiment pas mauvaise, mais pour moi, l'exécution est à revoir. Je suis désolée, ça peut paraître très condescendant de dire ça, mais c'est juste le ressenti de lectrice que j'ai pu avoir. Je pense que La chair de sa chair risque beaucoup de plaire pour le coup, je dirais un peu aux néophytes du genre, mais si vous êtes comme moi et que vous avez l'habitude de lire pas mal de thrillers psychologiques et de romans noirs, je pense que vous risquez forcément de ressortir de cette lecture un peu déçu. Je ne peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment, ce serait franchement mentir parce que, comme je vous le disais, c'est resté tout de même un bon divertissement, une lecture que j'ai fait facilement et rapidement. Mais pour moi, ce titre n'est clairement pas à la hauteur, par exemple, de Serre-moi fort. Cela ne m'empêchera absolument pas de retenter à l'occasion des romans de Claire Favant, mais je vous avoue que désormais, mes attentes envers cet auteur ont descendu d'un cran. Après, vous me direz, c'est peut-être pas plus mal, hein, parce que c'est un peu le défaut que j'ai parfois, c'est d'en attendre trop de certains romans, et du coup, forcément, derrière, j'ai tendance à être un peu déçue. Donc écoutez, je me laisserai porter, si un Claire Favant vient à me passer entre les mains, eh bien je l'accueillerai avec grand plaisir, mais en attendant, ouais, celui-ci personnellement ne restera pas dans les annales. Et enfin, je vais terminer ce point lecture avec un auteur, alors pour le coup, que je n'ai pas lu depuis de nombreuses années, mais pour lequel je n'avais lu qu'un seul roman, que j'avais d'ailleurs adoré, pour la simple et bonne raison que le monsieur écrit très très peu et que donc, à ce jour, il n'a pas 50 romans disponibles, loin de là. J'ai donc enfin réussi à me motiver à lire Le Manufacturier de Mathias Copping, ici aux éditions Magnus. J'avais donc lu son autre roman, Les Démoniaques, en mars 2021. Si j'ai bonne mémoire, celui-ci m'avait été offert et je vous avoue que j'avais un peu de mal à me lancer dedans, tout d'abord parce que ça reste une petite bricasse de plus de 600 pages
et aussi parce que j'avais eu vent du fait que cette histoire était un peu hardcore. Et vous allez voir que le mot est faible. Alors là encore, vraiment, moi je suis rentrée dedans en ne sachant pratiquement rien de l'histoire, donc je vais vous pitcher un peu les contours de ce roman, mais je vais pas du tout rentrer dans les détails. Tout ce que je peux vous dire, c'est que d'un côté, on va se situer en Serbie avec une femme qui dirige une ONG qui a pour but de faire condamner et de traduire devant la justice des criminels de guerre. Et par ce biais-là, on va aussi revenir sur le conflit serbo-croate et les guerres qui en ont découlé dans les années 90. Et d'un autre côté, on va suivre en France, au Havre plus exactement, une brigade de flics qui travaille non seulement sur des affaires de meurtre, mais aussi sur tout ce qui va concerner le trafic de drogue et aussi le trafic d'êtres humains dans le coin du Havre. Voilà. On va dire que vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Alors, comment vous dire ça? Je pense que c'est sans aucun doute possible la lecture la plus difficile que j'ai fait de toute ma vie de lectrice. Je tiens d'ailleurs à souligner l'initiative de la maison d'édition et aussi, j'imagine, de l'auteur, d'avoir voulu très clairement indiquer, là vous voyez dans cet encart jaune pétant sur la 4e de couverture, que ce roman est d'une extrême violence et qui n'est destiné qu'à un public vraiment averti. Car en effet, je n'ai jamais lu quelque chose d'aussi violent, abject, monstrueux et pour autant ultra réaliste. C'est vraiment ce qu'il y a de plus terrible dans Le Manufacturier, c'est qu'on n'est pas sur de la violence inventée et qu'on sait tout du long que tout ce qu'on nous y raconte a déjà dû se produire au moins une fois et c'est juste gerbant. Désolée, mais je crois que je n'ai pas de mots assez forts pour exprimer le dégoût profond que m'a bien souvent inspiré cette histoire. Et attention, hein, quand je dis ça, ce n'est pas quelque chose de négatif, mais c'est profondément ce que ça a créé en moi. Mathias Copping m'avait déjà quand même bien bousculé avec les démoniaques, hein, mais avec Le Manufacturier, on a clairement passé un palier supplémentaire dans la violence, dans la cruauté et dans l'horreur humaine. Cependant, vous commencez à me connaître un peu, je pense. Moi, la violence juste pour la violence, ça m'intéresse pas vraiment. Voire ça ne m'intéresse pas du tout. Or, ce que j'ai vraiment adoré avec ce roman, c'est que ce décor d'ultra-violence sert vraiment à dresser un portrait à l'acide de certains aspects de notre société, notamment par exemple de la gestion du trafic de drogue, du trafic d'êtres humains, des petits arrangements politiques à droite à gauche, mais aussi et surtout du conflit serbo-croate qui a mené, comme je le disais, à cette guerre dans les années 90 et même aux racines encore plus profondes que ça qui ont mené à ce conflit. Alors à titre personnel, je connaissais très peu de choses à propos de l'histoire de cette ex-Yougoslavie et j'ai vraiment eu la sensation, en lisant ce roman, d'apprendre, en tout cas au moins, les bases de ce conflit. Et là, on revient au fait que lorsqu'un livre m'apprend des choses, m'apporte de nouvelles connaissances à ma culture générale, je dis un grand oui. On sent parfaitement que tous les éléments historiques et géopolitiques de cette histoire sont sourcés et donc tristement véridiques. L'écriture, quant à elle, était juste parfaite. Tout était bien structuré, les dialogues m'ont semblé tout à fait justes et de manière globale, tout ce que je lisais me semblait crédible et réaliste. Et en plus de ça, le style même de Mathias Copping reste très fluide et entraînant. Si j'ai mis donc un certain temps à lire Le Manufacturier, ce n'est absolument pas à cause de la plume et du style de l'auteur,
mais bien parce que cette histoire était par moments tellement éprouvante qu'il m'était juste impossible, même physiquement, d'être plongée dedans trop longtemps. J'avais vraiment besoin de temps en temps de faire des pauses et de respirer un grand coup. D'ailleurs, petit, j'allais dire fun fact, qui n'a rien de fun du tout, mais petite anecdote personnelle, je pense que c'est le premier roman qui, un soir, m'a provoqué un cauchemar. C'est pour vous dire. Pour le coup, je ne vous remercie pas, monsieur Coping. Cette histoire compte pas mal de protagonistes, et c'est vrai que par moments, certains personnages avaient peut-être tendance à se confondre un peu, mais jamais les personnages principaux, ce qui fait que, au final, je ne me suis jamais sentie un peu perdue durant ma lecture. Pour ce qui est de l'intrigue en elle-même, alors, j'avais compris assez rapidement un élément, on va dire, important de l'histoire, mais j'ai aussi été surprise par une révélation que pour le coup je n'avais pas vu venir. Il est même possible que cela m'ait fait un petit peu parler à haute voix à mon livre. Quant à la fin, je crois qu'elle a complètement terminé de m'achever, tant et si bien que j'ai refermé ce livre un peu groggy, nauséeuse et surtout avec une rage profonde au fond des tripes. J'ai beaucoup aimé également l'avant-propos de l'auteur dans lequel il m'a pas mal fait penser à Stephen King. En effet, les deux auteurs, et je ne le savais pas, mais en réalité ont tout de même pas mal de points communs, notamment bien sûr cette capacité, je dirais, à mettre à nu la violence, la cruauté dont sont capables les êtres humains, mais aussi dans leur façon d'écrire, sans plan, en laissant un petit peu leur personnage vivre tout seul et en regardant un petit peu où est-ce que cela va les mener. D'ailleurs, je tiens à souligner que je n'aimerais pas du tout être dans la tête de Mathias Coping. Non, parce que je ne sais pas comment lui dort la nuit, mais en lisant ça, je me dis que le monsieur doit avoir des nuits parfois un peu agitées. Je lui recommande d'ailleurs quelques épisodes de Choupi avant d'aller se mettre au lit. Je pense que ça pourrait peut-être rééquilibrer la balance. En tout cas, moi j'ai songé à le faire. Vraiment. Je crois que j'aurais beaucoup de mal finalement à parler plus en détail de cette lecture, de ce roman, tant ce livre m'a bousculé, m'a poussé à aller explorer des recoins sombres que je n'aurais pas pensé explorer un jour. Mais si je devais résumer simplement, je dirais que pour moi, ce roman fut aussi dérangeant que brillant. Même si je reconnais aisément toutes les qualités de ce roman et toute la force de ce récit, il n'y a rien à faire, j'arrive pas non plus à me dire que cette histoire fut un coup de cœur total, tout simplement parce que certaines scènes de meurtre, de torture et de viol étaient juste parfois trop pour moi. Et pourtant, si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que des lectures cracra, des romans d'horreur, etc., j'ai quand même plutôt l'habitude d'en lire. Le Manufacturier fut donc une lecture vraiment difficile pour moi, mais aussi passionnante et importante, qui, je sais parfaitement, me marquera à vie. Croyez-moi, c'est le moins qu'on puisse dire. Si j'avais le choix, je préférais d'ailleurs oublier certaines choses que j'ai pu lire. Malheureusement, mon cerveau ne fonctionne pas comme ça. C'est un roman que je ne recommanderais vraiment qu'aux amateurs de purs romans noirs ultra violents qui n'ont pas peur de mettre les deux pieds dedans dans des horreurs inimaginables pour le commun des mortels et bien sûr des crimes de guerre absolument abjects. Je vous le dis, c'est sans aucun doute possible l'une des lectures les plus marquantes et surtout la lecture la plus difficile qui m'ait été donnée de faire. D'ailleurs, tiens, je serais très curieuse de savoir, vous, quelle est la lecture la plus difficile que vous ayez eu à faire et pourquoi? Parce qu'en soi, les raisons peuvent être absolument multiples, un sujet qui vous heurte personnellement ou des choses comme ça. Donc ouais, je serais curieuse. Dites-moi ça en commentaire. Alors, comme vous l'aurez vu, globalement, mes retrouvailles avec ces vieux de la vieille se sont plutôt bien passées, malgré le petit
je vais pas dire quoi qu'avec Claire Favant, mais ouais, la lecture quand même en demi-teinte, c'était sympa, mais je vais très vite l'oublier. En tout cas, ça m'a donné envie d'aller remettre comme ça mon nez dans certains auteurs que j'ai peut-être un peu mis de côté parce que je me dis que bah, finalement, si fut un temps je les lisais autant, c'est peut-être pas pour rien. Alors je sais, c'est bien aussi de laisser un peu de place aux nouveaux auteurs et de découvrir de nouvelles plumes, mais il n'y a rien à faire parfois, comme par exemple avec Tillier. Ça fait du bien aussi, vous savez, de remettre ces bonnes vieilles charentaises qui ont pris la forme du pied tellement vous les avez portées, ce côté un peu doudou, réconfortant et dans lequel on se laisse porter et qui généralement nous procure beaucoup de bonheur de lecture. Et on est bien d'accord, c'est tout de même la motivation principale d'un lecteur, en tout cas la mienne. J'espère donc que ce point lecture vous aura plu, que j'aurai réussi à être assez explicite dans mes propos et peut-être que je vous aurai donné envie, vous aussi, de lire certains de ces titres. D'ailleurs, si c'est le cas, là encore, dites-moi tout en commentaire. Pour ma part, je pense que je vous retrouve prochainement sur la chaîne, très certainement pour un book haul. Oui, je sais, je dois faire baisser ma pile à lire. Et pour autant, je vous présente un book haul. Ceci dit, au mois de janvier, j'ai quand même pas mal tabassé niveau lecture, donc je me sens un peu moins coupable face à ce book haul, je vous avoue. Et rapidement aussi, je pense, pour d'autres tops, parce que là, normalement, vous avez déjà vu un top sur mes 10 romans préférés de Stephen King, mais j'en ai encore un petit paquet là en réserve. Je me suis noté un peu les thématiques et j'espère arriver à vous présenter un peu tout ça cette année. Sur ce donc, moi, je vous laisse là. Je vous attends pour papoter en commentaire et jusqu'à la prochaine vidéo. Vous le savez, comme d'habitude, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!